L'afroprenariat, Oui, c'est votre concept, oui, effectivement, le le village village entrepreneur. afroprenariat. Le Est-ce village que vous pouvez un entrepreneurial. peu nous en parler? D'où vous vient ce concept, en Nous fait? vient. Mhm, Et en 2017, mais un peu avant même, mais j'ai commencé à me poser des questions. En fait, j'ai commencé à me demander est-ce que je me projette dans ce métier-là, ou est-ce que je me projette aussi au niveau localisation. Podcast. Oui, donc ce que je vais présenter en fait, c'est le village afroprenariat. Mais en mhm. fait, avant de présenter le village afroprenariat, je vais présenter d'où ça vient. Et finalement, le village afroprenariat est né en 2020, à la suite du Covid d'ailleurs. Mais ça avait déjà un peu pris ses sources dans les événements Apéraf. Apéraf, c'est quoi? Apéraf, en fait, c'est mon entreprise principale, c'est mon initiative de base, qui est une plateforme pour faire découvrir des cuisines d'Afrique, faire découvrir des restaurants, des traiteurs, les chefs autour de la cuisine africaine. Et en fait, quand je me suis lancé en fin 2018, j'ai décidé de faire des événements. Comme j'étais seul, solopreneur, regardez ça en tête, solopreneur, ça va revenir dans mon discours plus tard. Donc, je me suis dit que il fallait que je m'entoure en fait, il fallait que je fasse des choses pour pouvoir en fait m'exprimer, mais aussi utiliser finalement le réseau, mon entourage, pour pouvoir en fait créer quelque chose avec Apéraf. Et c'est Mhm. comme ça que j'ai créé des événements. J'ai créé des événements avec Apéraf pour faire découvrir des restaurants africains. Basiquement, c'était ça, c'était des événements où j'invitais des afros de Paris ou d'autres personnes d'ailleurs, Ouais. donc on va dire tous les foodies, à venir dans un restaurant africain, le découvrir en dégustant l'offre de plats que le restaurant pouvait proposer. Et en fait, très vite, je me suis dit, bon, en général, manger, boire, c'est des choses, on va dire, triviales. Je vais rajouter en fait des sujets autour de ça, autour de l'événement. Donc c'est là, moi, très intéressé par l'entrepreneuriat. J'ai pas mal fait des événements, par exemple The Family à Paris, la sphère un peu Startup Nation. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, je vais mettre l'entrepreneuriat, je vais mettre du networking, parce que ce que j'avais aussi observé, c'est que les gens, je trouvais que on ne se connectait pas assez, qu'on soit entrepreneur ou pas, Ouais. à part les soirées, à part tout ce côté un peu divertissement là, Oui. on se connectait pas assez en fait quand on commençait à traiter un peu des sujets sérieux. Et c'est comme ça que j'ai fait des événements à Péraf avec ce côté entrepreneuriat, networking dans Paris. Très vite, c'est devenu un événement qui était très apprécié par la sphère parisienne. C'est devenu l'un des événements Les les plus plus en vue, quoi. fréquentés. En plus, je mettais une régularité en fait dans le déroulement, enfin dans tous les mois en fait il y avait un événement, et c'est comme ça que je me suis retrouvé un peu perdu dans l'organisation des événements de networking entrepreneuriat qui n'étaient pas à la base, comme je le disais, l'objectif d'Apéraf. Ouais. Donc dès que le Covid est venu, ça a été une bonne chose pour moi, parce que ça m'a permis de prendre un peu du recul et de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire, finalement, est-ce que ces événements-là rentrent vraiment dans Dans ce que la vous voulez mission faire. d'Apéraf. Et là, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie qu'on définisse Apéraf comme un organisateur d'événements pour l'entrepreneuriat, pour le networking Mhm. des entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'après le Covid, j'ai décidé de créer en fait un nouveau concept qui allait porter ce networking, qui allait porter en fait ces événements-là. Et je l'ai défini comme finalement un village où des entrepreneurs peuvent se rencontrer et d'autres entrepreneurs peuvent naître. Ouais. Et c'est ça en fait le village entrepreneuriat. Donc, c'est de là que naît le village entrepreneuriat. Entrepreneuriat, oui, exactement. Ouais, c'est vraiment un village qui nous rassemble tous, hein. Exactement. Et est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre parcours avant d'arriver à ce tremplin-là? Oui, oui. Bon, moi, je suis Camerounais, d'origine et Camerounais tout court, en fait, pour le dire. Je suis en fait né en France, mais j'ai pas du tout grandi en France. Moi, Mhm. à moins de 2 ans, je suis rentré en fait avec mes parents au Cameroun. Enfin, plutôt mes parents m'ont ramené au Cameroun, on va dire ça comme ça. Mhm. Et j'ai passé toutes mes études au Cameroun. J'ai passé toutes mes études au Cameroun, donc jusqu'au bac. Je suis revenu en France après le bac. Bon, j'étais pas mauvais à l'école, donc j'ai fait un bac S. Quand je suis venu, j'ai fait
J'ai fait 2 ans d'université, classe préparatoire à l'université. Et à la suite de ça, en fait, j'ai fait Centrale Supélec. Enfin, Supélec à l'époque, maintenant c'est Centrale Supélec aujourd'hui. Donc j'ai fait mon école d'ingénieur avec une année de césure. À la suite de ça, j'ai aussi fait en fait un master d'administration des entreprises. Euh, et en fait, à la suite de ça, j'ai décidé de travailler dans tout ce qui est innovation digitale. J'ai été consultant, donc ça m'aide un peu toujours aujourd'hui. J'ai été consultant en transformation digitale, donc je faisais des appels d'offres, je faisais du pilotage de projets, Ouais. d'études de marché, d'études d'opportunités Mhm. dans un grand cabinet de conseil français. Mhm. Et en 2017, un peu avant même, mais j'ai commencé à me poser des questions. En fait, j'ai commencé à me demander est-ce que je me projette dans ce métier-là, ou est-ce que je me projette aussi au niveau de localisation. Et, et à ce moment-là, j'avais vraiment envie de d'avoir plus d'impact pour l'Afrique, en tout cas de participer au rayonnement de l'Afrique. Et L'Afrique. clairement, ce que je faisais dans le travail ne m'amenait pas à le faire quotidiennement, Ouais. et ça ne devait pas m'amener à le faire plus tard. Donc là, c'est là que j'ai décidé de De te prendre mon projeter, envol. quoi. C'est là que j'ai décidé de prendre mon envol et je suis allé en Australie. Pour, Ah, ouais, j'ai décidé d'aller. J'aime bien voyager, ouais. donc ouais, j'ai pris une année de césure. Je suis allé en Australie et on pourra peut-être revenir dessus Ben, si tu veux. justement, Ouais. justement, je veux revenir dessus. Aller en Australie, c'était quoi? C'était un moyen de vous, c'est-à-dire de penser sur ce que vous voulez faire, ou bien c'était pour vous un moyen de découverte? C'était plusieurs choses en fait. L'Australie, franchement, c'était la meilleure expérience de ma vie Mhm. jusqu'à aujourd'hui. C'était moi qui aime bien voyager, découvrir des cultures, découvrir en fait d'autres zones. L'Australie a toujours été un peu cet endroit hyper lointain, hyper intriguant pour moi. Oui. Et là, quand j'ai eu l'opportunité de me dire bon, en fait, j'en ai marre, je sais pas exactement quelle sera la suite. J'ai envie aussi d'apprendre un peu plus, enfin, de me perfectionner en anglais. Ça tombait bien, en fait. Ça tombait bien. Je me suis dit, let's go. Il y avait à ce moment-là, j'étais déjà français. Il y Mhm. avait le programme vacances-travail en Australie qui proposait. Et du coup, j'ai décidé d'y aller. J'ai décidé d'y aller pour un peu moins d'un an. C'est jusqu'à un an. Mhm. J'ai décidé d'y aller pour un peu moins d'un an et je voulais plus faire du travail de bureau. Je voulais vraiment faire revenir un peu à la source, en fait, Ouais. faire du travail manuel. Donc oui, à l'Australie, j'ai voyagé, j'ai profité, j'ai exploré l'Australie, mais j'ai aussi fait du travail très manuel. J'ai fait de la manutention, où je faisais de la livraison de meubles, des énormes buffets, des énormes meubles. Ah ouais. J'ai fait ça à Brisbane. Après, j'ai fait 1 mois et demi où je cueillais des pêches globalement dans une ferme en Australie. Franchement, c'était très, Ouais, c'est très un intéressant. changement radical, hein. Changement C'est-à-dire quitter radical, du ouais. bureau pour se retrouver, on va dire, dans des champs, ou alors en train de faire de la manutention, comme vous dites. C'est vraiment un changement radical. Et vous avez vraiment besoin de ça pour pouvoir vous Oui, retrouver. franchement, j'en avais besoin. J'en avais besoin parce que j'en avais marre du travail de bureau. J'avais besoin un peu de me reconnecter un peu avec des choses simples, en fait. Parce que Mhm. souvent, on a des, on a des jobs où on dit souvent, si tu n'arrives pas forcément à expliquer à un enfant ce que tu fais dans ton boulot, à quel point c'est vraiment utile, à quel point c'est vraiment, tu vois, palpable. Mhm. Et là, je pense que j'en avais besoin. J'avais besoin de faire quelque chose de beaucoup plus palpable. Et ça m'a permis de prendre du recul parce que quand, je me rappelle que la première nuit, bon, la manutention, bon, c'est comme du déménagement, hein, c'est pas, au fil des jours, ça peut être fatigant, mais bon, j'étais très sportif avant, donc, c'était pas Mhm. très compliqué. Oui. Mais la ferme, c'est différent parce que j'arrive le premier jour à la ferme et, et on doit se réveiller à 4 heures du matin pour aller à la ferme à partir de 4h30. On commence le travail à 5 heures. Oui. Et à 4 heures, je me réveille. Moi, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, donc pas trop grave. Mais je les vois, ils prennent le petit déjeuner à 4 heures du matin. Donc, tu imagines, Ouais. c'est Non, c'est compliqué. autre Dans chose, le quoi. premier, les premiers jours, je me dis, non, je peux pas prendre le déjeuner. J'ai pas faim à 4 heures du matin, je vais prendre Ouais. le petit déjeuner à 4 heures du matin. Ouais, c'est une Ah, autre mais là, habitude. j'ai compris, parce que dès qu'on, 4h30, on commence, on travaille à 5 heures. De 5 heures à 10 heures, on travaille non-stop. Mhm. Ou bon, par chance, tu peux peut-être manger une pêche qui traîne, Mhm. mais tu imagines 5 heures de travail comme ça, entre 5 heures et 10 heures non-stop, Mhm. où tu as droit à une pause pipi à la limite. Ah, Bah, là, déjà, c'est une là, autre culture, hein. j'ai compris que le travail manuel,
ça pouvait être compliqué. Et je vous dis, les autres jours, je me suis habitué à prendre le petit déjeuner parce qu'il fallait prendre des forces, en fait. Ouais, ouais, Il fallait ouais. prendre des forces et on travaillait beaucoup, souvent dans la pluie. Donc, ouais, non, ça permet de prendre vraiment beaucoup de recul. Et souvent, tu te Mhm. dis, le travail de bureau, finalement, c'est pas si mal parce que tu as la flexibilité. Ouais, Un jour, tu peux être efficace, à d'autres jours, ouais. tu peux être moins efficace. Alors que quand tu es en train de cueillir des pêches, tu peux pas expliquer qu'aujourd'hui, tu es moins efficace que l'autre, en fait. Non, 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 il faut être, c'est concentré, en C'est fait. pas quelque chose de créatif. Non. Donc là, ça m'a fait prendre beaucoup de recul, en fait, sur ce que je faisais. Mais par contre, ça a été très intéressant. Moi, c'était vraiment une expérience que j'ai vraiment adoré, quoi. Mhm. J'ai vraiment Et adoré. à quel moment vous vient à l'esprit l'entrepreneuriat? En vérité, je pense que l'entrepreneuriat, je pense que ça a toujours été en moi. C'est-à-dire Mhm. que euh, même quand j'étais petit, on va dire adolescent et tout, je faisais déjà des transactions, acheter des CD de PlayStation, revendre, acheter des téléphones, revendre. Mhm. Bon, c'était souvent pour mon propre bien. J'essayais pas de faire de l'argent. J'essayais surtout de me procurer des choses. Par Mhm. exemple, je veux un téléphone, je vais vendre des CD pour m'acheter un téléphone. Mais j'avais déjà un peu ce côté entreprenant, on va dire comme ça. Et même à l'école, quand je suis arrivé à mon école d'ingénieur à Supélec, directement, j'ai intégré une association où j'étais trésorier de l'association. Il fallait aller chercher des prestations, créer des choses. Donc, j'avais déjà ce côté un peu créatif, ce côté un peu entreprenant Mhm. dans mes activités. Même dans le cabinet de conseil où j'étais, j'ai créé le club basket. Donc, j'étais déjà un peu dedans. Et ce que je dis toujours, c'est assez marrant, c'est qu'en France, en fait, on cherche toujours à avoir le CDI, le CDI, le CDI. Moi, quand j'ai signé mon CDI, je disais, tu vois, mes amis, moi, c'est un CDI de 3 ans, 3, 4 ans maximum. Au final, je fais 4 ans. Donc dans ma tête, j'avais signé un CDI, mais c'était un CDD, en fait. Et même pendant les premiers mois de mon CDI, je Mhm. faisais déjà des réunions je pensais tous les dimanches avec des amis camerounais, de mes amis de lycée, Mhm. avec lesquels, en fait, on réfléchissait à des projets d'entreprise. Maintenant, je pense que malheureusement, on n'avait pas forcément le mindset entrepreneurial parce que Ouais. je pense qu'on avait des bonnes idées, il y en a plein là maintenant aujourd'hui qui ont des très bons postes ou ont beaucoup d'argent, mais je pense qu'on n'avait pas ce mindset de se dire que en fait l'entrepreneuriat c'est le terrain, tu vois, c'est pas la théorie. Et quand on Ouais, a ouais. fait des bonnes études, quand on a fait des bonnes études, en fait globalement, on nous a beaucoup appris, surtout dans le système français, à la théorie, au calcul, à l'analyse. Et en fait, on n'apprend pas l'entrepreneuriat à l'école. Ce Mhm. qui fait qu'on avait des bonnes idées qui ont été d'ailleurs développées par d'autres personnes derrière. Et je ne le dis pas ça pour dire que ils ont volé notre idée, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire, parce que je considère que l'idée pour moi c'est rien. C'est vraiment l'exécution le plus important. Mais c'est vrai on avait des idées qui étaient plutôt bonnes, parce qu'on a vu après que ça a marché pour d'autres personnes. Et nous, on essayait de faire notre matrice en disant, il faut vraiment que l'idée soit bonne à limite à 100%. Donc, on avait ce mindset à chercher des problèmes. Moi, le premier, parce que je suis j'aime bien challenger, et je challengeais mes amis. Dès qu'ils sortaient une idée, je leur expliquais par A plus B qu'il y avait ça, qui pouvait poser problème. Et dès qu'ils ne trouvaient pas une réponse, je leur Oui. disais, en fait, l'idée, elle est un peu bancale, en fait. Alors que, et c'est ça, je pense, c'est ce mindset-là que j'ai pris pas mal d'années, en fait, à avoir, Ouais. de dire que, mais en fait, c'est le terrain qui décide. C'est le terrain qui Ah. décide, c'est le terrain qui te fait aussi apprendre, c'est le terrain qui te permet de savoir, en fait, comment t'adapter et comment exécuter aussi, en fait. Et Donc, ça, du c'est pour coup, ça qu'en 2000, enfin, au début, ça nous a pris, bon, on n'a pas tenu trop longtemps parce que justement, ouais. toutes les idées étaient réduites à néant. Donc, on a fait peut-être 6 mois et après, chacun allait se concentrer un peu sur son travail. Et quand je suis revenu d'Australie, c'est là, j'avais vraiment une envie de me lancer, de faire quelque chose. Oui. C'est-à-dire que toutes ces années vous ont forgé en quelque sorte, vous ont donné vraiment la clé pour pouvoir vous lancer dans ce Je sais pas si ça domaine-là. m'a donné la clé. Je dirais que j'ai appris en fait, j'ai eu le mindset entrepreneurial Oui. et surtout de me dire que on ne perd rien en fait. Je pense Mhm. que souvent en fait quand on veut être entrepreneur, on a plus peur de tout le négatif Oui. et on voit beaucoup le verre à moitié vide en fait. Oui. On voit pas tout ce qu'on va accumuler comme expérience, on voit pas tout ça et on a juste peur de l'échec. Et je Mhm. pense que finalement ce que j'ai
acquis, c'est juste de me dire que il n'y a pas d'échec, en fait, il n'y a que des apprentissages. Et à partir du moment où tu te dis ça, tu testes, tu échoues, tu te relèves. Voilà. Et par exemple, j'ai un ami qui me dit, enfin, c'est une phrase qui me marque et c'est vraiment une phrase que j'ai toujours en tête. Ce qu'il me disait, c'était les plus grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent toujours, en fait, Mhm. finalement. Oui, Et je pense que c'est c'est un vrai. peu, là, le mindset entrepreneurial, c'est vraiment ça qu'il faut avoir. J'essaye, ça n'a pas marché, c'est pas grave, je me relève, j'apprends, je teste autre chose, et c'est le plus important. Ouais. Et avec votre village entrepreneurial, vous recevez des entrepreneurs, vous accompagnez des nouveaux entrepreneurs, ceux qui veulent entreprendre également. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut être entrepreneur? Très, très, très bonne question. Une question très polémique. Moi, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et je vais m'expliquer pourquoi. Je pense que, en fait, un entrepreneur, c'est beaucoup de choses. Un entrepreneur, c'est le fait de réussir, d'être polyvalent. Je pense au départ, parce qu'on n'a pas les ressources financières, les ressources humaines pour pouvoir réaliser des choses. Et du coup, on est obligé, en fait, quelque part, d'être assez polyvalent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un de patient. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Pourquoi je dis que tout le monde ne peut pas être entrepreneur? C'est pas que foncièrement, il y a des gens qui ne peuvent pas être entrepreneurs. Mhm. C'est que, il y a des gens qui vont peut-être tenter l'entrepreneuriat et ça va pas leur aller, en fait. Oui, Ça va pas leur aller parce que même moi, je me dis, enfin, je suis entrepreneur, mais souvent, je me dis, franchement, si je pouvais être dans une entreprise où les tâches que j'aime bien faire, je fais. L'entreprise, j'apprécie la mission, j'apprécie les collègues, j'apprécie le management. Moi, je prendrais, en fait. Je me suis pas lancé parce que je sais pas, je voulais mon propre boss ou des choses comme ça, ou je voulais l'argent, parce que ça, c'est des très, très mauvaises raisons pour être entrepreneur. Et c'est pour ça que je dis que tout le monde peut être entrepreneur, parce que je pense que tout le monde n'est pas prêt oui, à subir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et c'est oui. pour ça, c'est pas une question de potentiel, ou, mais je pense que juste pour ça, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, parce que être entrepreneur, c'est l'enfer. On vous dit, non, mais c'est vrai, c'est Non, mais l'enfer. parce qu'aujourd'hui, en fait, on entend un peu partout, on ne parle qu'entrepreneuriat, tout le monde ne parle qu'entrepreneuriat, entrepreneuriat, entrepreneuriat. Du coup, il y a lieu de se poser la question de savoir est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non, et je pense qu'il ne faut pas que tout le monde soit entrepreneur Ouais, aussi. Ça, c'est quelque chose parce que, oui. et c'est quelque chose que, d'ailleurs, le village entrepreneuriat, c'est même pour ça aussi que je l'ai créé. C'est de connecter un peu plus les gens. On Mhm, voit beaucoup, beaucoup de personnes qui ont des projets similaires. On voit mhm, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont seules dans leurs entreprises. On voit beaucoup de personnes qui sont isolées. Et ça, c'est très dangereux pour l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, en fait. mhm, Très dangereux, le fait d'être seul, le fait d'être isolé, le fait de ne pas communiquer avec les autres et le fait mhm. de vouloir en fait sa chose. Oui, Et je trouve que oui. ça c'est l'un des fléaux les plus que j'observe le plus, en tout cas dans ce que j'appelle l'afroprenariat. Mhm, Il y en a beaucoup de solopreneurs, j'en parlais de mon cas aussi, du soloprenariat. Moi, c'est pas volontaire. Hein. S'il y a des gens qui sont intéressés par mes projets, contactez-moi, on discute. Hein. Et On peut s'associer. soloprenariat, c'est-à-dire quelqu'un. Soloprenariat, en fait, le solopreneur, finalement, c'est la personne qui est seule dans son entrepreneuriat. Donc, Mhm. je suis seul, je porte la casquette de PDG, mais aussi, en fait, toute mon entreprise, finalement, Ouais, ne dépend que de de moi, en fait. toi, oui. Et ça, il y en a énormément dans la communauté, en fait. Et vous pensez que c'est un handicap? Je pense que c'est un handicap. C'est un handicap pour plusieurs raisons. Par exemple, on dit que on a du mal à trouver des financements, à lever des fonds, des choses comme ça. Oui. Il faut savoir que les financeurs, que ce soit des business angels, des fonds de Mhm, capital, et même la banque, souvent, mhm. n'est pas très à l'aise à financer une personne. Pourquoi? Parce que c'est une question d'étude de risque, en fait. Oui. Tu as une personne à qui tu donnes ton argent pour son entreprise. Mhm. Si la personne a un problème de santé, on va même pas parler de décédé ou quelque chose, un problème de santé, tout s'arrête. Le fait d'être deux, trois, ça fait que un peut avoir un problème, même un coup de mou, même une dépression, un burn-out, Mhm. les autres vont pouvoir suivre. Oui. Quand tu as une personne qui porte tout, bah c'est trop risqué pour un Ouais, financier. c'est un handicap. C'est un handicap. Donc on va dire, ouais, on a du mal à trouver des financements et tout. C'est pas la principale raison, c'est pas la seule raison du moins, Oui. mais c'est sûr que c'est une des raisons pour lesquelles on ne finance pas. Et Mhm. d'ailleurs, on dit ça, hein,
quasiment tous les financeurs, business angels, fonds de capital, ils vont toujours dire que ils n'investissent pas, ils investissent principalement sur Oui, l'équipe. On oui, va toujours dire ça. Tu vas parler à n'importe qui investit sur des boîtes, il va te dire, j'ai investi sur l'équipe. c'est Et l'équipe. souvent, c'est même pour ça qu'on dit oui, on comprend pas. Là, dernièrement, on parlait pas mal du PDG de WeWork, là, Oui. il a fait couler l'entreprise, il a pas été très clean, mais il a pu relancer d'autres projets et on lui a donné de l'argent. Mhm. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui a fait déjà des choses. On va pas dire est-ce que son idée est bonne ou pas. On voit ce qu'il a pu faire, même si bon, après dans la gestion, visiblement, Il c'était faut pas aussi, top. oui. Mais le VC va se dire, moi, ce gars-là, il a pu construire une équipe, il a pu faire quelque chose. Mhm. Et c'est plutôt ça que je veux plutôt investir sur lui. Et je n'investis pas en fait sur l'idée, parce que comme je disais, l'idée c'est rien. Quand quelqu'un vient, quand tu viens là, tu pitches son idée, c'est bien, ça peut être une bonne idée, mais c'est rien en fait. Parce que ton idée là, il y a d'autres personnes qui sont en train de le développer. Et c'est vraiment finalement, ça va être qui exécute le mieux. Et pour exécuter, il faut quoi? Bah, il faut des bons cerveaux, certes, mais il faut Mhm. surtout une équipe. Il faut Ouais. surtout, en fait, une bonne équipe. Donc, ça, c'est un gros Il sujet. faut une équipe. Il faut surtout une bonne équipe. Hum. Parce que entrepreneur, on entend très souvent ce mot, mais vous pensez que est-ce que l'entrepreneuriat peut être ce modèle-là qui mettra l'Afrique sur ses deux pieds? Oui, moi, pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Et je commencerai même par dire que l'un des gros fléaux de l'Afrique, pour moi, Mhm. à mon avis, c'est c'est ce qu'on appelle le brain drain. C'est Mhm. que la plupart de nos grands cerveaux travaillent pour qui, finalement? Pour les entreprises qui ne sont pas africaines. Ouais. La plupart aujourd'hui, ça change un peu, mais même la plupart des entrepreneurs, on parle vraiment d'entrepreneurs, je parle pas d'investisseurs, des gens qui investissent dans l'immobilier, des choses comme ça, Ouais. des entrepreneurs qui veulent faire vraiment des grosses choses, parce que quand on regarde les plus grosses entreprises aujourd'hui, et même les plus riches au monde, il y a des gens qui sont lancés dans l'immobilier. Mais c'est quoi? C'est du Apple, c'est du Google, c'est du Elon Musk avec Tesla et tout. C'est Mhm. des entrepreneurs. Mhm. Et je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne va pas réussir dans l'entrepreneuriat, mais c'est la voie avec laquelle, en fait, on peut se retrouver assez vite. Du jour au lendemain, on peut se retrouver millionnaire, milliardaire, en fait, avec Ouais. l'entrepreneuriat. À part jouer au loto ou des choses comme ça, ça n'arrive pas. Donc, je pense que il y a deux choses. Il y a le fait il faut des entreprises africaines. Et Mhm. pour avoir des entreprises africaines, il faut des entrepreneurs. Parce que travailler pour des entreprises dont le siège, dont les associés ne sont pas africains, ils vont jamais vraiment travailler pour l'Afrique, en fait. Tu penses? Ils vont jamais vraiment travailler Ben, pour en fait, l'Afrique. Et ce n'est pas un reproche, d'ailleurs, hein. Ce n'est mhm. pas un reproche. Oui. C'est totalement logique. Qu'on va se plaindre de Air France qui peut-être met la France en avant, qu'on va se plaindre des entreprises, je sais pas, hein, occidentales qui viennent en Afrique, des carrefours, des choses là, pour profiter. J'ai envie de dire, c'est Ouais. normal. Pourquoi? Est-ce que c'est pas du bénévolat, en fait? Non, je C'est comprends, pas du bénévolat. je comprends très bien ce point de vue-là, Béro, je comprends ce point de vue. Mais vous me dites qu'en quelque sorte, il faut travailler pour l'Afrique, il faut une équipe pour l'Afrique. Donc, en gros, s'il y a une équipe mixte, c'est pas une force pour l'Afrique, en quelque sorte. Non, je pense que c'est vraiment une question de qui porte le projet, Oui, c'est ça, et oui, quels sont les intérêts de la personne qui porte le projet. oui. Et d'ailleurs, pour même revenir sur ce point-là, c'est que malheureusement, on a aussi beaucoup de gens qui sont africains, Mhm, qui portent des projets qui peuvent être intéressants, mhm. mais qui n'œuvrent Qui ne pas, veut pas qui n'œuvrent pas forcément dans le bien de de l'Afrique, en fait. l'Afrique, oui, Ils sont très égoïstes, ils sont oui, très profiteurs, oui, ils ont peut-être l'information et du coup, ils profitent du fait d'avoir oui, l'information pour oui, pouvoir piller, en fait, leurs frères. oui. Et c'est ça qui, c'est aussi l'un des fléaux. C'est l'un des fléaux, c'est que on a peu de gens, en fait, qui sont visionnaires, mais vraiment visionnaires. On a peu de gens aussi qui ont vraiment cette volonté du collectif. Qui ont Mais vraiment est-ce cette que vous ne volonté pensez de, pas que c'est une question de mentalité, peut-être? bah, c'est une question de mentalité. Évidemment, c'est une question de mentalité. C'est, Parce que même si on a une équipe africaine qui est forte et qu'elle est mixte et que à l'intérieur on vient avec une mentalité qui est là pour construire l'Afrique, ça peut apporter quelque oui, chose. après, il n'y a pas enfin, dans ce que je dis, je ne parle pas de pas avoir une équipe mixte, je parle pas, Ouais. non. Non, je comprends très Je bien. parle pas de ça. Moi, je parle vraiment de
quel est l'intérêt Mhm. intrinsèque de l'entreprise. Ouais. Et ce que je dis, c'est que un Carrefour va toujours avoir ses intérêts en France. Un Carrefour va toujours se dire, il y a, je sais pas, il y a un président qui est là. Est-ce que c'est un président qui va faciliter Ouais. les échanges avec la France? Si Ouais. c'est pas le cas, c'est pas dans son intérêt. Ouais. Ouais. C'est pas dans son intérêt. C'est normal. Oui. C'est normal. Et Oui. c'est pareil. Si, si le Cameroun, si on avait inversé et que l'Afrique était vraiment au-dessus aujourd'hui, on aurait fait pareil, en fait, à l'Occident. On aurait fait pareil. Il faut pas se dire que je pense que il y a des choses où il faut être quand même assez réaliste sur la nature humaine. C'est-à-dire que si le rapport de force était inversé, on n'aurait pas été beaucoup plus gentil. Après, bon, il y a des sujets sur le racisme, de supériorité. Ça, c'est autre chose. Mais je parle vraiment au niveau business. Oui. On n'aurait pas été plus gentil, en fait. Ouais, je comprends. On aurait travaillé pour notre bien. Mhm. Donc, moi, j'ai beaucoup de recul sur ces sujets business-là, comme je reviens. Je parle pas du racisme, je parle pas de tout, Oui. tout ce qui peut être discrimination et tout. Je parle vraiment qu'on parle de business, de dire, Oui. quel est ton intérêt? Mon intérêt, c'est que la France soit un pays qui rayonne. Mhm. Donc, en Air France, ils vont faire tout pour ça, en fait. Ils Ouais. vont pas travailler dans l'intérêt des Africains. Oui, je comprends. Village entrepreneuriat, aujourd'hui, il est situé en France. Il prend ses lieux en France quotidiennement. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être aussi exporté en Afrique? Oui, oui, oui. Après, bon, je sais pas si le terme aura le même sens, parce que c'est vrai que moi, ce que je voulais avec le village afropreneuriat, en tout cas, du moins ici en France, c'est vraiment de marquer. Parce que, en fait, j'ai envie de dire qu'on a souvent honte Mhm. de s'affirmer, en fait, en tant qu'Africain. Et moi, je crois beaucoup, en fait, à la force des mots. Ouais. Et je crois beaucoup au fait que le fait de s'affirmer en tant qu'afropreneur, parce que souvent, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, moi, je suis pas afropreneur, je suis entrepreneur, il n'y a pas de jar dans le truc. Je peux comprendre, mais par exemple, je veux prendre, c'est pas exactement la même chose, mais les gens qui sont dans la food, ils vont dire, je suis foodpreneur, pour vraiment s'affirmer entrepreneur dans la food. Mhm. Et je pense que c'est pas exactement la même chose, mais je pense que la force des mots est importante. Ouais. Et le fait de se définir et de dire, on défend l'afroprenariat, l'entrepreneuriat par des afro-descendants. Ça fait que dans l'imaginaire collectif, où la plupart des gens n'associent pas les Africains avec l'entrepreneuriat, ils vont le faire, en fait. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'afroprenariat. Ouais. En Afrique, c'est un peu différent parce que on est tous africains, presque tous, on est tous africains. Il y a des entrepreneurs sur place. La force du monde sera un peu moins Moins important. important, quoi. Mais de toute façon, le village afroprenariat, comme je l'ai toujours pas défini, je le définirais finalement comme une plateforme digitale et événementielle pour pouvoir rassembler les afropreneurs dans un village finalement, pour connecter, pour apprendre les uns les autres, pour partager et pour se partager en fait aussi des outils et des méthodes qui vont leur permettre en fait de tous level up en fait. Et c'est vraiment ça. Et du coup, les événements aujourd'hui c'est pas mal en France. Je parlais de la partie digitale. Le village entrepreneurial justement, c'est un réseau social en fait d'entrepreneurs plutôt afro-descendants. On refuse pas les autres, hein, mais c'est en tout cas l'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau social qui va nous permettre de se connecter et de, comme je disais, le fait de pas être seul, le fait de vraiment sortir de l'isolement et de discuter avec des gens qui vont nous débloquer des situations, qui vont nous partager des opportunités, qui vont nous donner des conseils sur des choses sur lesquelles ils sont déjà passés. Et en fait, ça va permettre d'aller plus vite, en fait. Ça va permettre de vraiment aller plus vite. Et ça, sur la partie digitale, déjà, c'est mondial, c'est une plateforme, tout le monde peut venir dessus, tout le monde peut se connecter. Et après, bon, comme je disais, je suis solopreneur, j'ai pas encore les ressources pour forcément faire des événements partout, mais j'espère que dans l'avenir, il y aura des événements dans les capitales africaines, francophones pour commencer, parce que c'est plutôt là, et pourquoi pas aller beaucoup plus loin. Et nous vous le souhaitons aussi, hein. Merci. Et là, maintenant, vous êtes en train de diversifier vos activités. J'ai pu constater que on va dire, vous vous tournez aussi vers le cosmétique. Ok. Bon, ça c'est plus à titre personnel. Ça c'est plutôt à titre personnel, mais en fait globalement, comme je le disais, moi, mon projet principal c'est Apiraf. Donc c'est là où on va dire j'entreprends vraiment. Le village entrepreneuriat est né d'Apiraf avec une volonté vraiment de connecter les entrepreneurs. Mais le village afroprenariat, pardon, est agnostique finalement de tout secteur. C'est vrai que
moi étant dans la food, la restauration, l'épicerie, on va souvent voir en fait des événements autour de ces thèmes-là, mais le village entrepreneuriat peut traiter de la cosmétique, peut traiter du textile ou de la mode, peut traiter de l'éducation, peut traiter, et d'ailleurs, les événements APERAF en 2019, justement, qui sont les événements aujourd'hui, qui sont les événements du village afro, c'est des événements qui touchaient, on a fait de la cosmétique, de l'histoire, on a fait du financement, on a fait un peu de tout, en fait. Ah, en fait, si je comprends bien, c'est une activité parmi tant d'autres Oui, c'est ça. En fait, la cosmétique, c'était le dernier événement sur la cosmétique. Oui, C'était juste une opportunité de oui, connecter, en fait, ok. les entrepreneurs dans la cosmétique. Et après, à titre personnel, c'est vrai que je vais m'associer, en fait, à un ami qui lance une marque de cosmétique. Et du coup, moi, je vais l'aider parce que moi, j'ai plutôt une appétence marketing, business et tech. Donc, je vais plutôt l'aider sur cette partie-là. Et c'est un ami pharmacien, en fait, qui va lancer une marque de cosmétique. Ouais. Ok. En tout cas, on a hâte de voir cette marque sur le marché, hein. Et, 2024, ça sera là. et parlant des difficultés, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer pour pouvoir monter ce projet d'afroprenariat? Ok, dans les difficultés déjà je rencontre jusqu'à présent, hein, c'est pas fini, mais mais je dirais que je reviens encore vraiment sur, on va se dire que je suis pas content d'être entrepreneur, mais je reviens quand même sur le côté solopreneur. Oui. Quand on est solopreneur, en fait, on a énormément de choses à faire. De la comptabilité, du marketing, de la technique, de l'organisation, du recrutement. Le recrutement, c'est plus un sujet aujourd'hui qu'avant, mais c'est très compliqué. Et du coup, si je regarde vraiment au tout début, quand je me lançais, la difficulté, c'est vraiment le mindset, je pense. C'est que souvent, quand on lance un projet, on a son idée, on est perfectionniste. On se dit, il faut que ce soit nickel avant de se lancer. Ouais. Et ça, c'est une énorme erreur. C'est une énorme erreur. Et en plus, c'est marrant parce que on m'en parlait déjà quand je faisais du conseil. Ce qu'on appelait l'effet tunnel. Et je le redis souvent aux personnes que j'embauche. C'est l'effet tunnel, c'est quoi? C'est, tu vois un client, il te briefe sur son projet, il te dit, ouais, je veux ça, 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 ça. Tu prends des notes, tu dis, ouais, c'est bien, c'est cool. Tu fais un compte rendu, vous êtes relativement d'accord sur ce qu'il faut faire. Il te dit, OK, on se revoit dans un mois. Oui. Tu vas, un mois, comme il t'a dit, on se revoit dans un mois, tu vas pendant un mois, tu travailles, tu peaufines, tu fais le truc. Et un mois, peut-être avant, disons qu'il avait peut-être une présentation à son patron, son chef. Et là, tu lui envoies peut-être la veille ou l'avant-veille, oui, voilà ce qu'on s'était dit, voilà la présentation. Et là, il te dit, c'est pas du tout ça que je veux. Ce n'est pas du tout ça, mais en fait, on s'est pas compris. Ouais. Là, il faut tout refaire. Et là, il te reste 2 jours. C'est l'effet tunnel, en fait. Tu étais dans ton tunnel, tu faisais tes trucs, et lui était dans son tunnel. Il savait pas, il voyait pas, en fait. Tu étais dans ton truc, tu faisais, lui ne voyait que, en fait, les murs autour. Et quand tu sors, il regarde, il dit non, c'est pas ce que c'est pas ce que je j'attendais. voulais, en fait. Ouais. C'est pas ce que je voulais. Et c'est pour ça que, ce qu'on nous conseille de faire, c'est des points réguliers. Toujours checker, oui, est-ce que c'est vraiment ça? Voilà ce que j'ai fait, tu valides. Oui. Découper le projet pour avancer. Et je pense que c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Quand on a une idée, on a une vision à terme. En fait, c'est pas nous qui décidons. Notre client, c'est qui? C'est celui à qui on veut vendre le produit. Oui. Et en fait, finalement, c'est comme un conseil. C'est lui qui décide. Oui. Si tu veux vendre le produit qui est le mieux pour toi et que ça ne convient pas au client, bah, tu achètes ton produit toi-même. C'est ça. Et je pense que ça, c'est l'un des trucs qui bloque le plus les entrepreneurs. C'est vraiment d'accepter de se mettre en nu, alors qu'on sait que c'est pas parfait. Parce que, en faisant de la co-construction avec les produits, c'est comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que ça va marcher. Et même les grandes entreprises font ça. J'écoute beaucoup les podcasts et les livres audio. J'écoutais un podcast où on parlait de l'histoire de Apple avec Maps. À un moment donné, Apple se dit quoi? À un moment donné, Apple se dit, on est trop dépendant de Google Maps. On veut plus, en fait, être dépendant de Google Maps. On va créer notre map. Ils ont créé leur map. C'était horrible. C'était horrible. Où ça t'amenait enfin, ça te disait, ouais, voilà le chemin pour aller à l'hôpital, et en fait, tu te retrouves en grec. C'était horrible, en fait. Tout le monde s'est plaint, tout ça là, mais
Apple s'est dit, OK, on prend vos feedbacks, on améliore. Et aujourd'hui, Map, bon, j'utilise pas trop, mais aujourd'hui, plus personne se plaint de Map. Plus personne se plaint de Map. Donc, même Apple a sorti un projet qui était catastrophique pour se dire, c'est ça qui va nous permettre de nous améliorer rapidement. On parle de ChatGPT, c'est quasiment pareil. C'était pas catastrophique, mais ils ont Oui. sorti un produit, ils se nourrissent des feedbacks, ils se nourrissent finalement de l'utilisation pour pouvoir s'adapter. Ok. Et ça, en tant qu'entrepreneur, on oublie de faire ça. On Donc, oublie de ça faire a ça. été votre difficulté majeure au Je début. pense que c'est la difficulté majeure parce que, et même aujourd'hui, en fait, souvent, on oublie ça. C'est des choses qu'on sait, souvent on sait même, parce que moi, je le sais, mais j'oublie. Il y a des choses où je me dis, mais pourquoi tu n'as pas sorti ça un mois avant, 2 mois avant, 3 mois avant, en fait. Ouais. Et en fait, plus tôt tu sors ton Ouais. produit, mieux c'est. Mais est-ce que ce n'est pas la peur d'investir dans quelque chose qui ne va pas apporter un rendement demain? Je sais pas si c'est pas une question. Je pense pas que ce soit la peur de quelque chose. Je pense que c'est la peur de l'échec. C'est vraiment de voir la peur de se mettre à nu et la peur des critiques. Parce que Ouais. souvent, c'est quand on est entrepreneur. Moi, j'ai pas eu ça pour le coup. Peut-être parce que je suis très critique aussi envers moi-même et envers les autres. Mais on a peur. En fait, on prend personnellement. Il y a tellement d'entrepreneurs. Tu leur fais une petite critique plutôt constructive et ils prennent personnellement. Ils disent, ah, c'est parce que tu n'aimes même, tu es jaloux, parce que tu n'aimes pas. Ouais. Non, en fait, je te fais un retour sur ton produit, c'est pour t'aider. Prends la critique, tu n'es pas obligé de l'appliquer, mais en tout cas, prends-la positivement, analyse-la, et après, tu la mets en place ou tu la mets pas en place, mais le prends personnellement. Et le fait, en fait, cette peur de recevoir des critiques, cette peur de se louper, cette peur de l'échec, qui est très francophone d'ailleurs, hein, qui est très francophone. On ne s'est pas habitué à ça. On nous a jamais dit que Ouais. l'échec était OK. Non, on nous a pas dit ça. Donc, c'est normal. C'est normal on a peur de se confronter à ça. Alors qu'en fait, l'échec, c'est trop bien. Ouais. L'échec, en vérité, fait d'échouer, ça tu apprends, et après, ça te permet, en fait, de t'améliorer. Après, ceci étant dit, en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment aussi, du coup, réfléchir, il faut réfléchir un peu, step by step. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus en train de dire, ou demain tu sors, oui, je vais faire un équivalent de Tesla et tu le mets sur le marché, tu donnes à ton ami de conduire, tu le mets sur l'autoroute, non. Parce que il fait un accident, il peut mourir, c'est Oui. pas bon. Donc c'est aussi de faire step by step. C'est peut-être se mettre dans un garage, dans un truc bien balisé, tester la voiture. Ah, il y a un problème, on va d'abord améliorer. Tu vois, donc c'est pas non plus d'aller à l'extrême non plus, mais en fait se dire step by step. Et plus il y aura d'échecs, plus en fait tu vas Plus apprendre, tu vas plus tu vas améliorer. t'améliorer en fait. Ok. Là, nous arrivons au terme de notre petit entretien. Euh, le mot de la fin, qu'est-ce que vous direz à cet entrepreneur qui veut se lancer? Un entrepreneur qui veut se lancer, moi je dirais, c'est un peu enfin, ça devient mon combat aujourd'hui, c'est que je dirais plusieurs choses. Premièrement, l'idée c'est rien. Si tu as une idée aujourd'hui, il y a probablement une centaine de personnes dans le monde qui a la même idée au même moment, je pense. Donc l'idée c'est rien, l'exécution c'est le plus important. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ce serait de dire entoure-toi. Entoure-toi. Il vaut mieux manger une petite part d'un gros gâteau que un gros gâteau enfin un gros gâteau. C'est que tout le gâteau mais qui ne vaut rien. Oui. C'est toujours ça, c'est 1% d'un milliard, c'est beaucoup plus que 1 million en fait. Donc ça, entoure-toi, associe-toi si tu peux. C'est difficile l'association, prends mais en tout cas, et le mindset pour t'associer. Tu t'associes pas hein, parce que tu n'as pas trouvé et où tu as trouvé mais que ça ne va pas, c'est pas grave. Mais et le mindset de l'association, et le mindset du partage, et le mindset de moi je veux faire ça, je vois quelqu'un qui a à peu près la même idée. On va pas essayer toujours de dire ouais on est concurrent, non. On peut discuter, on s'entend bien. Bah, plus on voit que toi tu es très bon en peut-être commercial, moi je suis très bon en marketing ou en tech. Mhm. En fait on est complémentaires. Oui. Pourquoi est-ce que moi je vais aller galérer sur mon sujet, enfin sur quasiment le même projet, en étant bon en marketing et toi tu vas aller galérer en étant bon en tech et moins bon en marketing. Oui. Parce qu'en fait, en général, on se dit, moi, j'ai peur de l'échec et j'ai envie que le succès, je prenne tout le succès, tu vois. Ouais. Et ça, c'est une grosse erreur, je pense. Et après,
pas avoir peur de l'échec. Et c'est test and learn, test and learn, test and learn. C'est vraiment ça, je dirais, aux entrepreneurs. Merci, Blaireau. Merci pour votre présence déjà. Et on se dit à une prochaine fois. Ça marche. N'hésitez pas à follow le village Afroprenariat. Si vous êtes à Paris, on organise pas mal d'événements. On va lancer aussi de la formation en ligne. Le villageafro.com pour des discussions aussi en ligne. Ça va plus se développer là sur la fin de l'année et l'année prochaine. Et suivez-moi aussi sur LinkedIn. J'essaie de partager des choses.